Alors, d'un point de vue, bon, disons sportif, l'événement de cette année, ça reste la retraite de Rafael Nadal, une légende. Vous avez jamais caché votre admiration pour ce champion. Euh, Est-ce que vous avez pu retenir vos larmes, j'ai envie de vous demander, lors de la dernière de Rafa? Ouais, j'ai pu retenir mes larmes parce que je l'ai trouvé digne, je l'ai trouvé presque heureux finalement, et c'était tellement cohérent, je dirais, son arrêt que il était même parfois gêné de l'ampleur que ça prenait dans tous les endroits où il allait. Bon, alors quand il y a eu toute sa famille, après tous ses amis, tout le monde qui était là, forcément, il a une un petit pincement au cœur, mais je crois qu'il connaissait l'issue de ce qui allait se passer. Il était déçu d'avoir perdu son match de Coupe Davis en simple, d'avoir fait entre guillemets perdre son équipe. On sait à quel point la Coupe Davis pour lui et représenter son pays est quelque chose qui est qui a toujours été primordial dans sa programmation et dans son calendrier. Que voilà, il était forcément un petit peu triste, mais je l'ai trouvé à sa place. Vous savez, des fois, il m'arrive de voir certains joueurs ou joueuses ou sportifs tirer leur révérence, ouais, on se dit, ah là là, non, moi, quand je l'ai vu jouer son match et se battre et perdre comme il l'a fait, finalement, je me dis que ouais, c'était bien. C'était le bon moment parce que j'ai pas envie de voir Rafael Nadal rater des balles faciles. J'ai pas envie de voir Rafael Nadal rater à moins une volée qui était presque penalty pour lui, juste parce qu'il manquait de match. Il a joué quoi, je sais pas, 3 matchs en je sais pas combien de mois. Et de penser que son capitaine à ce moment-là, il allait pouvoir le mettre et qu'il allait gagner un match contre un joueur qui joue lui toutes les semaines, ben, c'était pas possible. Donc, non, c'était bien qu'il arrête et j'ai trouvé euh, presque plus émouvant de voir l'ensemble de sa carrière quand on voyait ses victoires. Après, il y a eu des rétrospectives sur tout ce qu'il a fait. C'est tellement incroyable, prodigieux. On n'arrête pas à trouver les mots hein, on met bout à bout l'ensemble de ses victoires, de ses matchs, gagnés, même perdus parfois, et ce qu'il a toujours montré. Et que voilà, moi je suis toujours aussi admiratif et je suis content aujourd'hui qu'il soit plus là, qu'on passe à autre chose. Et d'ailleurs, j'ai hâte de lui lancer un défi sur un terrain de golf prochainement, parce que je sais que maintenant il a passé beaucoup de temps à jouer. Il est déjà fort, mais il va être encore bien meilleur. Et voilà, qu'il tourne la page et de le voir maintenant dans les tournois ou à Roland-Garros avec un polo et venir un peu comme ambassadeur. Alors, et les adieux ont quand même fait parler. Euh, D'un côté, il y a eu l'émotion, le voir sa dernière bataille, mais il y a eu aussi la cérémonie. Certains ont dit finalement quelque chose manquait. Euh, peu de stars, peu de légendes du sport pour accompagner quand même les derniers moments de Rafa. Est-ce que vous aussi, ça vous a un peu dérangé est-ce que vous avez ressenti un manque lors de cette cérémonie? Aucun hommage ne pourrait être aussi beau, enfin assez grand, assez beau pour saluer la carrière qu'il a eue. C'est tellement énorme ce qu'il a accompli pendant toutes ces années sur le circuit que je pense que à Céline Dion, au premier étage de la Tour Eiffel, en train de chanter un hymne, et lui qui serait en bas, avec le monde entier qui saluerait. Enfin, il n'y a qu'un truc comme ça qu'on a vu aux Jeux Olympiques qui pourrait être à la hauteur de ce qu'il a accompli. Donc oui, forcément, une défaite à Malaga, dans une salle où, voilà, on sait que l'Espagne est éliminée. Ouais, ça fait un peu pétard mouillé, je comprends, mais c'est parce qu'il est tellement énorme, c'est une telle légende que rien n'aurait pu être à la hauteur de ce qu'il a accompli. C'est vrai que c'est difficile, mais par exemple, Roger Federer sort sur une défaite anecdotique, donc personne ne se rappelle. Mais par contre, entouré de Andy Murray, Novak Djokovic, Rafa, est-ce que ça pose quand même un petit souci de se dire que ces gens-là n'étaient pas là pour Rafa au moment de sa dernière? Ben, Roger, il a toujours été très fort tout au long de sa carrière, d'abord de bien s'entourer, de faire les choses au bon moment, de soigner l'habillage de tout ce qu'il faisait. Et donc là, une fois de plus, il a été irréprochable.
tu sais, par définition, je crois qu'un joueur de tennis, c'est un solitaire à la base. Et lorsqu'il peut bénéficier du soutien des autres, eh ben, il est ravi. Il y a eu des petits messages. On aurait aimé que ce soit effectivement comme la Lever Cup de Roger Federer. Malheureusement, c'était pas le cas. Et euh, je pense il leur en tiendra pas rigueur. Mais une nouvelle fois, un joueur de tennis est un individualiste. Et bah, dans ces moments-là, bon, bah, Rafa était tout seul, mais il était surtout avec ceux qui comptaient pour lui. Ses parents, Tony, sa famille, ses amis, ses partenaires espagnols. Euh, et puis partir comme ça sur une épreuve officielle, représentant son pays, là où tout avait commencé. D'ailleurs, il avait dit, mon premier match était une défaite et mon dernier match, ça a été une défaite. Donc la boucle est bouclée pour lui. Euh, voilà, je crois il en tient pas rigueur du tout ni à Roger, ni à Novak de ne pas avoir été là euh, à Malaga ce jour-là. Et justement, Novak Djokovic, on a envie de dire, et maintenant? Euh, Ça va être difficile de se motiver. Les rivaux ne sont plus là. Il a trouvé des nouveaux rivaux avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, mais c'est forcément différent. Euh, Est-ce que vous le sentez capable encore d'aller chercher un nouveau Grand Chelem, notamment avec l'aide d'Andy Murray maintenant? Je crois que oui, je crois que Novak est un peu comme l'étaient Rafa et Roger, ils sont motivés par les records pour aller chercher le titre de plus, euh, atteindre un sommet qui n'a jamais été gravi encore. Même s'il est déjà tout en haut, Novak, il sait qu'en gagnant un ou deux de plus, ce sera l'Everest. Donc, je pense qu'il ne s'entraîne que pour ça. Il a gagné un nombre incalculable de fois l'Open d'Australie. C'est une surface qu'il adore. En début de saison, il est souvent très bien préparé. Et puis, vous savez, un joueur de tennis, quand il rentre sur le terrain face à un adversaire, quel qu'il soit, il n'a pas envie de perdre. Le joueur a un ego en général assez fort, il a sa fierté. Céder un jeu, un set, je dirais même encore plus forte raison un match, c'est quelque chose de douloureux. Donc, j'ai totalement aujourd'hui confiance dans les capacités à Novak de rentrer sur le terrain avec cet état d'esprit-là. En revanche, si demain, physiquement, il est un petit peu moins bien, un petit peu diminué par un bobo, s'il commence à perdre deux, trois matchs face à des joueurs qui lui paraissent pourtant bien en dessous de sa valeur, je ne sais pas il va aimer jouer au tennis très longtemps. Euh, voilà, ce qu'a fait Rafa là, à Malaga, je vois pas Novak jouer plusieurs semaines en perdant des matchs de ce niveau-là. Oui, et cette année, Djoko n'a pas pu gagner un titre sur le circuit, mais il a l'or olympique. Ça restait l'objectif, le seul objectif de sa saison. Faut être clair. L'année prochaine, si les difficultés persistent, est-ce qu'on pourrait imaginer que finalement 2025 soit la dernière année de Novak Djokovic sur le circuit? Vous pensez que c'est un scénario probable? Je- à mon avis, la seule raison qui pourrait le faire quitter les cours prématurément, c'est des problèmes physiques. Ça a été le cas pour Roger, ça a été le cas pour Rafa. Pour l'instant, il semble épargné par ses pépins physiques. Son niveau de jeu aux Jeux Olympiques à Paris a été époustouflant. Je veux dire, la finale qui joue contre Alcaraz, il pousse le curseur une fois de plus un peu plus loin et il s'impose avec la manière. Euh, il est, à mon avis, capable, dans un bon jour, sur une finale, de battre encore ces garçons-là. Je me souviens, et vous probablement aussi, de la finale de Roland-Garros cette année entre Zverev et Alcaraz. Franchement, si Rafael Nadal, Federer ou Novak étaient à un bon niveau moyen, les trois auraient gagné contre les deux autres en 2024. Le niveau était bon par moments, moyen à d'autres, avec des hauts et des bas. Quand Roger, Rafa et Novak gagnaient les grands chelems, ils étaient sur ces matchs-là, c'était des monstres. En tout cas, un des deux était un monstre et celui qui l'a emporté était ce jour-là intouchable. Donc, Novak, s'il est capable de jouer comme il l'a fait aux Jeux Olympiques sur une finale de grand chelem et que Alcaraz ou Sinner ne jouent pas à leur meilleur niveau, ils peuvent se faire surprendre encore par l'ancien, on va dire. Et justement, là, vous parliez de la finale de Roland-Garros, qui était, c'est vrai, pas la finale la plus belle tennistiquement. Euh, Est-ce que ça vous inquiète, la suite, l'après Big Four, l'après Big Three plutôt?
Est-ce que c'est une inquiétude pour vous en tant que fan? Non, je suis pas inquiet du tout parce que ces garçons ont tout aujourd'hui pour gagner les grands tournois. D'abord, ils l'ont déjà fait, mais ils sont encore perfectibles. Euh, je veux dire, souvent, depuis 4 5 ans, on comparait finalement Alcaraz, Sinner, Medvedev, Zverev, on les comparait à des garçons comme Novak qui étaient des légendes et qui étaient au sommet de leur art. Je suis convaincu que Alcaraz, dans 3 ans, ou Sinner, sera beaucoup plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui, enfin qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc voilà, ils sont perfectibles, certes, ils sont déjà très forts, ils ont déjà gagné le tournoi du Grand Chelem l'un et l'autre, mais voilà, ils sont pas encore au niveau de Rafa, Roger, Novak, lorsque ces derniers étaient à leur top. Maintenant, le point d'interrogation, c'est où est-ce que va être Novak en 2025? Ben, je crois qu'on aura la réponse dans 2 mois, très vite.